Hello! Salut! Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée au street art et en particulier à Cash Inc. Cash Inc, c'est une graffeuse qui vit dans mon coin et qui graffe dans mon coin. Elle graffe aussi un petit peu partout dans Paris et partout en France et même partout dans le monde. Et elle nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour une discussion, une interview of art. Bon alors comme je le disais, Caching, tu fais un petit peu partie de mon quotidien et je pense que tu fais aussi partie du quotidien de tout plein de Parisiens et de Français. Moi je voulais savoir quel était ton quotidien à toi en tant qu'artiste en ce moment, une artiste confinée. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'artiste confinée? Alors, moi j'ai eu de la chance de pouvoir partir juste avant le début du confinement et je suis allée rejoindre ma région d'origine qui est dans les Cévennes où j'ai ma mère qui habite, j'ai de la famille, des oncles, des tantes, etc. Et du coup, je suis allée les rejoindre dans ce petit village qui est au fin fond du parc des Cévennes. C'est plutôt pas mal, quoi. Je suis privilégiée. Et est-ce que tu arrives à pratiquer ton art dans cette phase un peu particulière? C'est difficile de pratiquer son art en ce moment, en tout cas de manière normale en ce qui me concerne. Bon, bah déjà, je peux pas sortir dans la rue pour peindre, hein, donc ça c'est déjà de base, c'est le premier truc. Mais après, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué pour moi de me mettre tout de suite à dessiner et à rentabiliser entre guillemets, tu vois, ce moment. Je pense que tous les créatifs ont eu un petit peu cette pression au début de se dire putain, vas-y, maintenant c'est le moment de faire des trucs, c'est le moment de faire des trucs que j'ai pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Peut-être de passer du temps à faire des dessins, tu vois, des choses à l'intérieur. Moi, je dessine assez peu à l'intérieur, donc du coup, j'ai pas trouvé tout de suite d'inspiration là-dessus. Mais par contre, j'ai trouvé une autre inspiration qui était un peu inattendue, mais en même temps, j'avais un peu préparé ça aussi. C'est que j'ai un synthétiseur qui date des années 90, que j'avais jamais trop utilisé jusqu'à présent, et qu'en fait, j'ai pris avec moi pour descendre ici. Et en fait, j'ai commencé à faire des lives de musique. J'ai commencé à jouer de la musique en fait et à expérimenter un petit peu la musique sur cet instrument. En sachant que j'ai fait de la musique avant dans ma vie, j'ai chanté dans des groupes de métal, j'ai fait D'accord. de la basse, j'ai fait pas mal de trucs également. Et là en fait ça faisait longtemps que j'avais rien fait et j'ai chopé un petit logiciel de composition sur ordi et j'utilise ce synthé. Et en fait tous les dimanches je fais je sais pas, trois quarts d'heure, à peu près une demi-heure de live sur Insta. Et c'est ça ma créativité en ce moment, tu vois. Donc, c'est assez inattendu, mais ça me fait beaucoup de bien. Et est-ce que tu penses que tu vas changer ta façon de travailler après le confinement? Je pense que je vais changer ma façon de travailler, oui. Parce qu'en fait, déjà, c'est hyper bizarre, mais je sais pas si tu pourrais garder ça, mais en fait, je bédave plus, là, depuis un mois, parce que j'ai plus rien. Et donc, du coup, je me souviens de tous mes rêves. Et c'est hallucinant parce que j'ai fait pas mal de cauchemars où j'étais en haut d'une nacelle et où j'étais en danger de mort, tu vois, d'une nacelle en train de peindre des murs, hein, Ouais, ouais. et où j'étais en fait en train de prendre des vrais risques, tu vois, avec ma vie. Ce que j'ai déjà ressenti quand même pas mal de fois en peignant, hein, avec des hauteurs, avec des physiquement quand même une implication qui est vraiment forte quand on peint des grands murs, tu vois, on est quand même dans un effort physique et dans une implication de risque, tu vois, qui est quand même énorme. Et jusqu'à présent, je pense que je le mettais un peu de côté, ça, tu vois, que je me disais non, mais c'est bon, elle m'en fout, rien à foutre et tout. Mais en fait, en vrai, je sais pas, ces cauchemars, après, je vais pas en faire tout un truc, tu vois, mais j'ai ressenti cette sensation que j'ai eue plusieurs fois à être en hauteur et à être dans un danger physique fort. Et je pense que je vais un peu ralentir avec ça parce que j'ai trouvé que plusieurs fois quand même dans les dernières années, là, je me suis retrouvée dans des situations soit d'épuisement physique, tu vois, à force de travail, Hmm, soit de prise de risque en hauteur ou de fatigue ou de trucs bien sûr. qui font que je vais prendre un petit peu plus soin de mon énergie maintenant pour pas trop carburer comme j'ai l'habitude de le faire. Je bosse énormément en fait. Donc du coup, au bout d'un moment, ça s'accumule, tu vois, tout ça, et ça fait que tu es dans une fatigue physique intense. Et là, c'est vraiment un bon moment pour moi de prendre une pause dont j'avais hyper besoin pour me reposer mon corps de tous ces trucs physiques que je fais dans mon travail d'habitude. Bon bah ça va forcément ça va avoir un impact sur ce que tu as fait avant et peut-être qu'il y aura de nouvelles choses, ça va peut-être changer ta créativité. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner, hein. Ouais, ça va changer je sais pas si ça va changer ma créativité en vrai, parce que ma créativité, elle est toujours là, tu vois. Je pense que c'est juste mes conditions de travail, en fait.
Je vais me changer pour moi-même mes conditions de travail, m'accorder plus de repos, des temps de pause en fait, voilà, entre deux voyages, tu vois, d'organiser des vrais temps de pause. Là, jusqu'à présent, ça fait quand même 6 ans que je voyage énormément, quasiment plus de la moitié de l'année, je suis pas en France. Et des fois, j'enchaîne des trucs, tu vois, j'arrive en France, je passe 2 nuits à Paris, et puis après, je repars direct. Et ça n'a pas d'impact sur ta créativité vraiment, mais ça a un impact sur ta forme physique. Alors, j'aimerais bien maintenant qu'on décrive tes œuvres. Il y a plein de couleurs, plein de formes différentes, un style particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que représentent tes œuvres? Ce que représentent mes œuvres, c'est, je pense que je me suis mise à peindre des portraits parce que j'avais vraiment une attirance pour un travail autour de l'identité. Depuis que je suis ado et que j'ai eu mes premières émotions esthétiques en voyant d'autres artistes travailler autour du portrait, ça m'a vachement marqué. C'est ça qui m'a le plus marqué en fait dans le travail des autres artistes. Et du coup, pour moi, au fur et à mesure de mon travail et de mon évolution, je me suis rendu compte que c'était vraiment un travail assez personnel, le portrait, que c'était souvent même des autoportraits en fait qu'on fait quand on réalise des portraits, et que souvent on met beaucoup de soi dans les portraits. Et donc, ça m'a pris du temps avant de réaliser ça, mais je me suis rendu compte que, par exemple, au début, tu vois, je peignais que des figures plutôt masculines. Et ce qui m'intéressait, c'était de représenter des hommes sensibles. Mais des hommes qui ont l'air, tu vois, un peu virils, avec des tatouages, ils étaient gros, poilus, etc. Et puis, en fait, avec des moustaches, voilà. Et en fait, j'avais envie de représenter une certaine forme de sensibilité masculine et aussi une certaine forme de force féminine, tu vois, pour que ça s'équilibre. Mais c'était difficile pour moi de représenter des femmes parce que je trouvais qu'on était vachement confrontés à des codes esthétiques quand il s'agit de représenter des femmes. De représenter une femme améliorée, tu vois, de lui rallonger les cils, de faire une plus grosse bouche, d'affiner son corps ou de la représenter comme quelque chose d'assez agréable à regarder. Et du coup, j'avais du mal à trouver ma voie là-dedans. Donc du coup, au début, je me suis mise plutôt à peindre ces espèces de gros bonhommes. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en mélangeant tous ces trucs, tous ces codes en fait qui faisaient partie de moi, la féminité, la masculinité, la sensibilité, la force, et ben je pouvais faire un mix et proposer un truc qui soit libre et aussi hyper important, qui soit libre de toute culture définie. C'est-à-dire que ça m'intéressait pas de représenter une femme blanche, Hmm. tu vois. Oui, en fait, il n'y a pas une seule référence culturelle. En fait, tu puisses tes influences un petit peu partout, dans plein de cultures différentes, si j'ai bien compris. Ouais, ouais. C'est hyper important pour moi, en fait, de représenter des images qui ne soient pas définies par un truc. Tu vois, qu'on se dise pas, ah tiens, c'est ça. Hmm. Mais non, que ce soit quelqu'un qui passe et qui puisse penser, ah tiens, on dirait ça, ah tiens, on dirait ça. Que ce soit quelqu'un par rapport à son expérience et par rapport à sa vision. Les personnes peuvent interpréter entre guillemets différemment ce que je fais. Certains vont y voir l'Amérique latine, d'autres vont y voir la Méditerranée, d'autres vont y voir même l'Afrique, l'Asie. C'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est qu'au début, mon travail, il était aussi inspiré des masques. Et les masques, c'est une tradition qui existe dans toutes les cultures du monde. Et c'est une tradition que tous les humains ont en commun. Et je trouvais que c'est hyper cool de pouvoir utiliser cette tradition de masques pour faire un travail autour de l'identité et aussi pour faire un travail qui soit intersectionnel au niveau des cultures et que ce soit pas du coup fermé sur un style ou inspiré de un truc, mais que ce soit très libre, tu vois. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir présenter des images qui soient nouvelles et qui soient inclusives. Euh, Tes personnages, ils ont souvent quatre yeux. Ils disent quoi ces yeux? Les quatre yeux, c'est vraiment une manière pour moi de pouvoir exprimer deux choses en même temps dans un visage. L'anecdote du début des quatre yeux, c'est que je peignais avant des personnages qui avaient deux yeux. C'était en, je pense, 2007 ou 2008 que je me suis mise à peindre des quatre yeux parce que j'avais fait une fresque dans le 13e au frigo et j'avais représenté trois personnages qui avaient que deux yeux. Et quand je suis retournée à ce mur, quelqu'un avait effacé les yeux, les oreilles et la bouche de mes personnages et avait écrit un texte politique à côté. Et en fait, je me suis dit, mais au début, j'étais choquée parce que je me suis dit, putain, cette personne a effacé ma signature en plus a un peu mutilé, entre guillemets, mes personnes. Et en fait, après, j'ai lu le texte politique et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, tu peux utiliser déjà un message politique ou engagé dans une œuvre de street art, tu vois, une œuvre murale qui est visible, qui est aussi visible qu'une pub, qui a un message public, on va dire, quoi. Et aussi, je me suis dit, bah, tu crois, toi qui as effacé mes yeux, que personne ne voit, personne n'entend, personne ne parle. Moi, je vais te montrer que si, on voit encore plus que ce que tu crois.
Et du coup, j'ai rajouté ces quatre yeux. Et en fait, c'était une réaction vraiment épidermique sur le coup, tu vois, à cette situation. Et en fait, après, c'est devenu un gimmick un peu chez moi. Je pense pas avoir inventé ce truc, mais c'est clair que depuis, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à le faire. Là, depuis quelques années, je dirais 3 ans, 4 ans, là, il y a beaucoup de gens en illustration, en tatouage, en street art qui se sont mis à faire quatre yeux aussi. Euh, pour moi, en fait, c'est une manière vraiment d'explorer à la fois ce côté, voilà, de réaction, de vision et en même temps d'émotion. Parce que si il y a un petit jeu à faire, si tu caches les yeux du bas ou les yeux du haut, en fait, tu vas avoir deux émotions différentes dans ce visage. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est des émotions qui sont contradictoires. Donc, du coup, je trouve ça hyper cool de pouvoir exprimer ces deux choses dans un seul personnage. Alors tu parlais des émotions, juste avant tu parlais d'un message politique. D'ailleurs dans ton travail j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine revendication sociale, politique, et en particulier je veux faire référence à toute une œuvre, une série d'œuvres que tu as fait qui s'appelle 50 Cakes of Gay, pardon, parce que j'ai l'autre en tête. J'ai du mal à parler. 50 Cakes of Gay. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, 50 Cakes of Gay, c'est un projet que j'ai commencé en 2012, à l'époque où il y avait le projet de mariage pour tous qui était dans les tuyaux et que il commençait à y avoir des premières manifs anti-mariage en France. Ce qui m'a énormément choquée parce que en France, bon bah on manifeste pour nos droits, hein, on manifeste beaucoup. Ça fait partie de notre culture. Et là, c'était la première fois que je voyais des gens manifester contre les droits d'autres gens en fait. Et je trouvais ça hallucinant et je trouvais ça hyper choquant et hyper violent. Et j'ai eu envie de réagir à ça vraiment parce que j'étais touchée par ce sujet et que je me suis dit c'est pas possible en fait de laisser passer ça et de rien dire en fait. Et il s'avère que 2012-2013 c'est des années où j'ai pas mal commencé à voyager, surtout 2013. Et donc du coup je savais que cette année-là j'allais faire pas mal de pays différents. Et j'ai eu l'idée de ce truc 50 Cakes of Gay, qui est un jeu de mots avec un bouquin qui est sorti à l'époque, qui s'appelait 50 Shades of Grey. En vrai. C'était une manière de prendre ce contrepoint, tu vois, un peu à l'inverse de ce que c'était ce bouquin. Et de trouver aussi un symbole qui était facile à comprendre de tous, les gâteaux, tu vois. Et de comprendre que si tu peux vivre un moment plaisant avec un gâteau, tout le monde a des bons souvenirs avec des gâteaux, des anniversaires, des fêtes, des mariages, Je confirme. des cool, tu vois, que tu vis avec des gens que t'aimes bien. Et du coup, pour moi, prendre ce symbole, c'était prendre un symbole qui suscite l'empathie pour d'autres gens qui connaissent pas ce sujet, qui sont pas forcément ouverts, tu vois, au mariage pour tous, et de les faire comprendre que c'est juste une autre forme de bonheur, une autre forme de célébration, une autre forme voilà, d'aimer et d'être libre de pouvoir se marier ou pas. Moi, personnellement, je suis pas particulièrement pour le mariage en vrai, mais je trouvais que c'était normal d'avoir les droits pour tout le monde en fait. Et donc, marquer le coup avec ça, pour moi, c'était hyper important. Et cette année-là, j'ai fait au moins 8 pays différents. Je suis allée peindre des gâteaux au Maroc, en Autriche, en Allemagne, en Angleterre. Je suis allée en Espagne. Je suis allée, je sais même plus dans Tu es allé à Miami aussi, à Wynwood Village, non? T'avais fait, t'as peint là-bas. Et ça, c'est clair, c'était la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'était ma première invitation à un gros événement de street art international et en plus commission d'expo par l'ancien directeur du MoCA de LA. Grosse expo de femmes en plus artistes à Wynwood. Donc, c'était en décembre 2013. Et là, du coup, le thématique de l'expo, pour moi, c'était ça, quoi. Donc, j'ai fait 5 murs d'entrepôt géants. J'ai peint quasiment 2000 mètres carrés de murs en 3 semaines. C'était un truc de malade. J'ai tout donné. Et en fait, Je comprends mieux pourquoi t'es fatigué en fait. non, mais sans déconner, c'est vrai. Hein, moi, je m'épuise dans le travail. J'adore bosser dur, tu vois. J'adore travailler dur. Et c'est pour ça que au fur et à mesure, tu vois, tu t'obtiens de la visibilité et t'obtiens de l'attention sur ton travail parce que tu travailles. Hein, tu vois, c'est pas comme ça en claquant des doigts parce que t'es sympa, tu vois. C'est parce que tu bosses quoi que tu obtiens de la visibilité et que les gens s'intéressent à ton travail, tu vois. Et donc du coup, là, Miami, c'était vraiment génial parce que c'était en plus hyper prestigieux pour moi d'exposer à côté de Martha Cooper, de Lady Pink. Il y avait Miss Van, Fafi, il y avait plein de femmes, en tout cas Maya Ayuk. Il y avait, enfin, des femmes dont j'admirais déjà le travail avant, tu vois, qui étaient vraiment des modèles entre guillemets pour moi, enfin qui avaient tracé la voie avant moi, qui sont de la génération d'avant moi. Et donc c'était trop cool de pouvoir faire partie de ce truc et de marquer le coup avec un sujet qui était important pour moi.
Alors, bon, je sais pas si tu sais, mais moi, dans I Love World of Art, je découvre l'art. J'y vais petit à petit. Je pars de rien. Juste le postulat de départ, c'est j'aime bien l'art. Ça m'intéresse, mais je m'y connais pas. Et depuis tout petit, enfin, on va dire depuis que je suis ado, moi, je kiffe le street art. J'ai toujours été un peu dedans. Est-ce que tu penses que globalement, le fait que ce soit dans la rue, le fait que ce soit peut-être, je sais pas comment, mais un peu plus accessible, est-ce que tu penses que c'est un bon début pour commencer une initiation dans l'art, le street art? Oui, c'est carrément un bon début. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai commencé à peindre dans la rue, c'est-à-dire que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir rendre l'art accessible au grand public, que ce soit pas un truc qui soit réservé à une certaine forme d'élite, parce que c'est quand même assez le cas. Si tu t'intéresses aux galeries ou même aux musées, tu as beaucoup de gens qui en fait qui osent pas rentrer dans un musée parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux, tu vois. Et donc du coup, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir amener l'art dehors dans un endroit qui est pas protégé, qui est pas avec des petits cordons et des petits murs blancs que t'as pas le droit de toucher et tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir amener l'art justement dehors parce que c'est, pour moi en fait, tu vois, on parle souvent du street art comme une nouvelle forme d'art contemporain, etc. Certes, mais pour moi, le street art c'est vraiment une nouvelle forme de pop art. C'est-à-dire que c'est pop, tu vois, c'est pour tout le monde, c'est populaire, c'est dehors, c'est accessible, c'est des images qui sont visibles, qui peuvent rentrer dans l'inconscient populaire, tu vois, collectif. Et je trouve que c'est vachement bien parce que comme j'ai commencé il y a longtemps, j'ai vu cette évolution arriver. Mm. Tu vois, au début, c'était pour les initiés, c'était pour ceux qui connaissaient Ouais. le graffiti surtout, le street art parce qu'on appelait ça un peu street art parce que c'était figuratif, c'était comme pas comme le graffiti qui est pour les initiés qui s'y connaissent en graffiti. Le street art c'est pour tout le monde en fait. Et je pense que c'est ça la différence fondamentale. Le graffiti c'est pour les graffeurs, le street art c'est pour tout le monde. D'accord. Donc du coup, qui est plus inclusif, qui est plus englobant et qui va vers les gens en fait. Et donc du coup, il y a un délire un peu nouveau, je trouve, dans une manière aussi d'aborder l'art. C'est-à-dire que c'est plus un truc qui est réservé à une certaine catégorie de gens, c'est pour tout le monde. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a donné le moteur pour y aller au début, quoi. Euh, Quand tu peins parfois en vandale entre guillemets où t'as pas d'autorisation, d'autres fois t'as des autorisations. Est-ce que ça change ta façon de travailler? Est-ce que ça rajoute un petit peu de piment le fait que ça soit pas autorisé? Enfin, voilà. Est-ce que ça change ta façon de travailler? Ben, carrément. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai commencé à faire un peu d'illégal et un peu de légal, c'est-à-dire ce qu'on appelle des terrains, les terrains, c'est-à-dire des murs qui sont plus ou moins tolérés, comme par exemple le frigo à l'époque. Même si je me suis quand même fait arrêter là-bas pour la première fois, c'était là-bas que je me suis fait arrêter. Bon, bref. Et en fait, plus j'ai eu des commandes de murs légaux, on va dire, plus j'ai eu des murs autorisés, plus j'ai eu envie en fait de me remettre aussi un pied, tu vois, dans l'illégal. C'est con, mais je trouve que le street art, vraiment par essence, il y a dans la définition du street art le côté illégal. C'est-à-dire que si tu pratiques un street art que légal, pour moi, c'est du muralisme, c'est pas du street art. Donc ça veut dire que garder un pied dans l'illégal, même si c'est avec des petits tags, des petits stickers, pas forcément des gros trucs, hein, tu vois. Ça peut être des petites pièces, des tags, des trucs rapides et tout ça. Moi, j'adore faire ça. Déjà parce que en plus du fait que j'avais envie de peindre dehors pour partager mon art, j'avais aussi envie de désobéir en fait. J'avais besoin de faire des trucs qui étaient interdits et je pense que c'est ça aussi qui m'a euh, un peu donné cette détermination dès le début. Et aussi parce que une fois que tu commences à devenir pro entre guillemets dans ce truc et que c'est ton travail du coup, je commençais à perdre un peu pied par rapport à comment j'avais commencé en fait cette pratique. Et je me disais merde, je m'y retrouve plus. Des fois, j'ai l'impression que j'arrive, mon matériel il est là, j'ai une nacelle ou j'ai une échelle ou j'ai même un assistant, et ça n'a plus rien à voir avec ce que je faisais au début et ça me déroutait de dingue, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai continué aussi à faire des peintures illégalement dans mon quartier parce que celle que tu as vue par exemple à côté de la petite ceinture ou même celle de la flèche d'or, en vrai, j'ai jamais demandé l'autorisation pour le faire, tu vois. Et c'est important pour moi de continuer à faire ça, ou même dans mes voyages, parce que c'est beaucoup plus facile des fois de faire du vandal dans des pays étrangers, parce que c'est Ouais. pas chez toi. Ah oui, d'accord. C'est quoi? C'est en toi? Tu ressens que c'est plus simple ou c'est juste ils sont moins méchants là-bas? Non, c'est juste une question du fait que c'est pas chez toi en fait. Donc du coup, t'as aucune retenue par rapport au fait que tu connais les codes de quand les flics arrivent ou que
je sais pas, pour moi, il y a une grande liberté à faire du vandal à l'extérieur parce que t'es que de passage en plus. Tu vois, tu restes pas. Donc du coup, il y a un côté où il n'y a pas de conséquences quelque part. C'est un peu, voilà, c'est plus libre, quoi. Je le sens comme ça en tout cas. Alors, Caching, je kiffe ta moustache. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle fait partie de ton œuvre ou rien à voir? Ma moustache fait carrément partie de mon œuvre. En fait, ma moustache fait partie de mon identité et je sépare pas, j'arrive pas à séparer mon travail de ma vie personnelle en fait. C'est vraiment une espèce de tout pour moi. Comme je t'ai dit, je faisais des autoportraits un peu quoi. Ça m'a pris du temps avant de réaliser ça, mais c'est vraiment ça. À chaque fois, je mets de moi-même énormément quand je peins. Et même les expressions que je donne à mes personnages, c'est souvent comment je me sens au moment où je commence à peindre, parce que j'improvise à chaque fois. En fait, je prépare jamais mes peintures à l'avance. Donc du coup, quand ça sort, c'est souvent l'émotion que je ressens en fait en moi qui sort et qui vient se mettre sur le mur. La moustache, c'est venu progressivement. Au début, je la faisais que pour les vernissages ou les live painting et tout ça. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à la faire de plus en plus souvent. C'est venu graduellement, hein, tout ça. Hein. Mais c'est à partir de décembre 2013, donc quand j'étais à Miami, que j'ai commencé à la faire tous les jours. C'est comme si ça avait marqué un point de changement pour moi, ce truc d'avoir une sorte de reconnaissance de mon travail, d'une légitimité, tu vois, dans mon travail, que j'ai eu d'abord beaucoup à l'étranger avant de l'avoir en France, entre parenthèses. Mais bon, bref, ça c'est un détail. Mais nul n'est prophète en son pays, c'est comme ça. Par contre, j'ai eu vraiment tout de suite cette sensation d'être moi-même, en fait, en portant ce truc. D'abord parce que ça soulignait une manière d'être qui me correspond, c'est-à-dire que j'ai jamais été quelqu'un qui est dans une forme de féminité attendue de la société. Je me suis jamais retrouvée en fait dans cette forme de d'attente de la féminité sociale. Et d'autre part, je trouve ça hyper cool de mettre un grain de sable dans l'engrenage en fait. Ça me plaît. Et pour moi, c'est hyper facile maintenant de l'expliquer. Au début, j'arrivais pas à l'expliquer. Je disais, bah, c'est parce que j'aime bien, c'est mon style, tu vois. C'est mon style, j'ai les cheveux longs, j'ai une moustache, je me sape comme ça, c'est comme ça, tu vois. Enfin... Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'explique aux gens. Et donc j'ai trouvé, encore une fois, les mots les plus simples pour que ça puisse être compris de tous. Deux traits là, c'est bon. Deux traits là, c'est bon pour une femme en maquillage traditionnel. Mais si tu les mets là, ça devient l'inverse de la féminité, ça devient l'inverse de ce que ça devrait être le maquillage. C'est-à-dire améliorer, entre guillemets, un visage de femme pour qu'il soit plus acceptable socialement ou qu'il soit un peu dans une forme de, ouais, d'acceptabilité sociale. Et du coup, ça m'a vachement fait poser de questions aussi sur ma condition de femme, tu vois, sur mon identité aussi autour du genre, tu vois. Les retours des gens sont très divers, tu vois. T'as des gens, tu pourrais t'attendre à ce qu'ils soient hyper ouverts et ils le sont pas du tout. Et l'inverse fonctionne aussi, c'est-à-dire que des personnes que tu penses, j'imagine, très fermées, très machin, finalement sont peut-être hyper ouverts et ça doit créer un dialogue hyper intéressant. Exactement, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'ai des interactions hyper intéressantes avec des gens de toutes sortes, dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de pays, tu vois. Et du coup, bah, ça m'a amené à d'ailleurs écrire des anecdotes et plein de petits trucs. Et je suis en train de faire un bouquin en ce moment là-dessus d'ailleurs, que j'aimerais bien sortir d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien, on verra comment ça se passe. Mais depuis donc 2013, même depuis avant, parce que j'ai écrit aussi mes premières expériences, tu vois, comment s'était passé les premières fois que je suis sortie dans la rue avec, tu vois, par exemple, comment je me suis sentie et tout ça. Et pour moi, ouais, c'est comme si ça faisait partie d'un tout, c'est-à-dire c'est comme si c'était à la fois une performance artistique, en même temps, ça fait vraiment partie de mon identité, donc c'est comme si c'était vraiment une manière d'être moi, en fait. Et à la fois de revendiquer quelque chose, une sorte de droit à la différence ou une sorte d'ouverture sur d'autres possibilités. C'est-à-dire, on n'est plus dans C'est plus une forme forcément de binaire, quoi. voilà, on est complètement dans la non-binarité, exactement. Et donc du coup, j'espère que ça puisse aussi inspirer, et je le vois en fait autour de moi, hein, que ça peut inspirer parce que j'ai des retours sur les réseaux sociaux et tout ça, ou des gens qui dans la rue me sourient, tu vois, alors qu'on se connaît pas, tu vois. Et en même temps de créer un dialogue autour de ça, c'est-à-dire de pas être dans une confrontation, mais dans une ouverture, genre, hey, tu sais quoi, peut-être que tu comprends pas ce que je fais, mais je peux t'expliquer en 2 minutes, et peut-être que du coup, ça va un peu t'ouvrir, tu vois, l'esprit sur d'autres choses, quoi. C'est trop bien, c'est trop trop bien. Mais je pense que ça sert à ça aussi là, de pouvoir échanger, discuter et puis apprendre des choses. Et donc vu que tu disais que ça fait partie de ton œuvre,
Ben voilà, maintenant on a la justification. Alors tu parlais des femmes, de la place de la femme dans l'art, dans la société. Enfin, moi je vais t'amener justement à parler de la place de la femme dans l'art. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la femme dans l'art. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Et surtout dans le street art, j'ai envie de dire. Alors, il y a peu de femmes dans l'histoire de l'art qui ont été visibles, en fait, qui ont été rendues visibles, parce que je pense que c'est pas, ça date pas d'hier, malheureusement, qu'il y a un manque de visibilité sur les femmes artistes. Je pense qu'il y a toujours eu des femmes artistes. Je pense qu'il y a toujours eu des femmes qui se sont laissées s'exprimer, en fait, ce qui n'est pas quelque chose qu'on nous pousse à faire. On ne nous pousse pas à nous exprimer et encore moins à nous mettre dans cette espèce de lâchage total où tu t'exprimes dans ta vision et dans ta sensibilité, dans tes tripes, tu vois, quand tu es artiste. C'est ça que tu mets dans ton art, tu vois. Et ça, c'est pas un truc qu'on pousse les femmes à faire. Donc, dans le street art, évidemment, et c'est une question qu'on me pose souvent, c'est toujours un peu le poncif, il y a moins de femmes. Mais quand même, je tiens à souligner que quand j'ai commencé, moi, il y avait énormément de vide autour de ce sujet, et que aujourd'hui, non seulement c'est un sujet dont on parle, mais en plus là depuis que le street art est un peu plus connu du grand public, je dirais depuis 4-5 ans, il y a beaucoup plus de femmes qui s'y mettent qu'avant, quoi. Et je vois que c'est valable aussi dans d'autres domaines, tu vois, dans le tatouage, dans d'autres domaines qui a priori étaient aussi réservés à des mecs. Donc, je pense que c'est progressif tout ça, et c'est des sujets, tu vois, le féminisme ou ce genre de sujets, c'est des trucs dont on parle quand même de manière publique depuis relativement peu de temps. Ouais. Donc, c'est que commencer pour moi une dynamique dans laquelle je pense que, enfin, je suis assez optimiste, tu vois, je me dis que c'est en train d'évoluer tout ça parce que c'est un sujet de société et que ça ne peut qu'avoir des impacts sur le reste, quoi. Bah, justement, à ce sujet, la prochaine interview que je vais tourner, ce sera au sujet des femmes dans l'art, et je trouvais ça hyper important. Pourquoi? Et je vais être hyper honnête avec vous. Avec Lionel Barthes, avec qui je travaille, on s'est appelé, on s'est dit, mais c'est quand même dingue quand même, parce que depuis le début d'I Love World of Art, on a reçu quasiment que des hommes. Alors heureusement qu'on a eu des femmes, directrices de centres, d'événements internationaux comme Paris Photo, donc c'est vachement bien, mais il y a, je vais pas dire une culpabilité, mais on s'est dit, il manque des filles, et pourtant on est vraiment pas macho, on n'est pas là-dedans, mais est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'hommes dans l'art que de femmes? Je sais pas trop, je sais pas ce que t'en penses toi, Kashink. Alors effectivement, c'est un vrai sujet. Je trouve ça hyper intéressant que vous vous soyez posé la question parce que voilà, je pense que ça fait partie des choses aujourd'hui qui sont incontournables. Effectivement, il y a aussi la question des institutions, c'est-à-dire que les personnes qui vont être en charge de décider qui est valable artistiquement sont souvent des hommes. Que ce soit des collectionneurs, des mécènes, des commissaires d'exposition, des directeurs de musées, etc. Il y a comme une espèce d'habitude de travailler entre hommes. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels c'est le cas. Je pense notamment à la politique, tu vois, ou aux sciences, tu vois, à certaines catégories. Je pense même carrément la plupart, en fait, finalement, des domaines professionnels. Et aussi parce que je pense que longtemps, la femme, elle a été reléguée au rang de genre, c'est son hobby. Tu remarqueras que ce soit dans la couture, dans la cuisine ou dans l'art, qui peuvent être des pratiques féminines acceptées à la maison en tant que hobby. Dès que ça devient sérieux, c'est une affaire d'homme. Du coup, il y a une habitude, en fait, de voir le panorama de tout ce qui est sérieux, tu vois, et donc validé par les institutions, reconnu socialement, et qui mérite, tu vois, par exemple, un investissement financier, etc. Tout ça, c'est des affaires d'hommes. Donc, du coup, c'est marrant parce que souvent, tu vois, on m'a posé la question, est-ce que c'est difficile pour toi d'être une femme dans le graffiti ou dans le street art? De la part de mes pairs, de la part d'autres artistes, j'ai très, très rarement eu des remarques sexistes ou des remarques macho. Extrêmement rarement. Par contre, de la part des institutions, oui. Et voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, il y a une question parfois... tu vois, je me suis retrouvée face à des collectionneurs qui, par exemple, me parlaient et ne savaient pas que j'étais artiste et qui donc mettaient à un certain moment avant de comprendre que dans le dîner, là, bah, j'étais aussi une artiste, tu vois, par exemple. C'est surréaliste. Donc voilà. Et après, il y a un autre truc dont je voulais te parler qui est hyper important. C'est que, en ce qui concerne le street art spécifiquement, c'est aussi une question de la place de la femme dans l'espace public. Donc, quand tu es une femme, tu sais que quand tu te promènes dans la rue, ou que tu traînes dans la rue, ou que tu passes du temps dehors,
tu es susceptible d'être emmerdé. Tu es susceptible d'être jusqu'à harceler, agressé, mais tu es aussi susceptible qu'on vienne te parler, tu vois, qu'on vienne te faire chier en fait. Hein. Donc ça veut dire que spontanément, tu penses que tu sais en fait que cette place, elle est dangereuse pour toi potentiellement. Donc tu n'y vas pas parce que tu sais que tu t'exposes à ça. Et en fait, le street art, l'art public, moi, ce que je pratique, tu vois, dans cette forme d'art public qui recoupe cette moustache, qui recoupe le street art, c'est vraiment une manière d'être dans un espace visible, dans un espace public où je vais au-delà de cette retenue que je pourrais avoir, d'avoir peur et d'être dans le danger, en fait, ou de pas sentir que c'est ma place. J'y vais en me disant, je prends cette place. Je prends le droit, en fait, qu'a priori, on ne me donne pas. Je le prends pour pouvoir m'épanouir, m'accomplir et prouver, entre guillemets, hein, que c'est possible, en fait. Que c'est possible pour moi-même et que c'est possible pour d'autres. Donc, tu vois, ça, c'est aussi dans cette approche de la femme ou pas dans l'art, il y a aussi la place que tu penses pouvoir avoir, que tu estimes que tu es légitime d'avoir. Et dans l'histoire de l'art, il n'y a pas de place pour les femmes. Dans le marché de l'art, il y a très peu de place pour les femmes. Mais je pense que c'est pas impossible d'y aller et de quand même imposer sa présence. J'adore ton message, j'ai eu des petites je trouve ça trop bien. Ah non mais c'est trop non mais c'est hyper important de t'entendre le dire et je te remercie de partager ça de partager ça avec nous. On va revenir parce que c'est la fin de notre échange et j'en suis dégoûté. On pourrait rester des heures ensemble parce que t'es passionnante, t'es vraiment super chouette. Je voulais parler d'un croisement de rue à Paris entre la rue de Berckhoff et la rue de Saint-Maur avec le Mur. Le Mur en fait alors il y a une association derrière tout ça qui s'appelle le Mur qui fait en sorte de mettre de nouveaux graphes ou peintures sur ce mur là sur le croisement, des peintures qui changent toutes les 2 semaines. Et toi, tu as pu faire une peinture là-bas en 2012, je crois. Il y a Jacques Villéglet qu'on a reçu également dans Hello World of Art qui a également fait une œuvre sur ce mur. Alors Jacques Villéglet, lui, il arrache des affiches dans la rue pour les coller sur des toiles. Toi, tu peins sur des murs. C'est du street art. Ma question, elle est simple. Enfin, je sais pas si elle est simple. Le street art, il commence où et il s'arrête où, en fait? Alors, petite anecdote sur le mur. Donc, effectivement, je l'ai fait en 2012 et en ce moment, je suis en train de faire une petite série de vidéos qui repartent sur certains moments marquants en fait de murs que j'ai fait. J'en ai déjà sorti 2 là et la 3e, elle va être sur ce mur justement. Donc, la semaine prochaine, je sors cette vidéo qui documente en fait le processus que j'ai fait quand j'ai travaillé sur ce mur et tout. Alors, en l'occurrence, en plus, ce mur-là, c'était une des premières commandes, entre guillemets, hein, officielles que j'ai eues en France. Donc, c'était assez marquant pour moi, en fait, de pouvoir faire ce projet. Et ça m'a aussi montré que c'était possible, donc que ce soit un boulot, tu vois. Que ce soit reconnu, en tout cas, comme une espèce de forme de travail qui était digne d'être exposé ou d'être, tu vois, faire partie d'un programme comme c'est le cas de leur organisation. Et donc, du coup, c'est là aussi que, tu vois, la frontière, elle peut se tracer. C'est-à-dire, à partir du moment où ça devient une commande pour laquelle on te demande de le faire et qu'on te donne l'autorisation de le faire, qu'on te donne du matériel, etc., et ben ça devient une autre forme d'art. C'est-à-dire que c'est plus du street art dans toute la liberté que ça représente, de l'illégalité, de la liberté de création. Il n'y a pas de contraintes de format, il n'y a pas de contraintes de faire devant les gens parce qu'il y a un événement, il n'y a pas de contraintes d'avoir fini à temps parce qu'il faut que ce soit pour le vernissage, etc. Il y a tout à coup une nouvelle forme de travailler la même pratique avec les mêmes bombes, le même mur, la même inspiration, mais pour un résultat et un contexte complètement différent. Et c'est là, je pense que c'est intéressant d'inclure cette notion de muralisme. C'est-à-dire que la tradition du muralisme, qui existe depuis très longtemps, tu vois, et que tu vois dans plein de pays d'ailleurs en Amérique latine, tu vois, c'est souvent, tu vois, des fresques qui ont été des commandes et qui sont pourtant comparables à une certaine forme de street art. Tu vois, ouais. Souvent, on peut faire le lien entre ces choses. Et donc, du coup, ou même aller même plus loin en disant que les grottes de Lascaux, c'était la première forme de street art, tu vois. Enfin bon. Mais pour moi, le street art, il doit toujours garder un pied dans l'illégal. C'est-à-dire que si tu prévois de pratiquer cette forme d'art,
il faut garder une place dans l'illégal. Pour moi, à partir du moment où, par exemple, tu vends des œuvres, tu vends pas du street art. Tu vends des toiles, tu vends des dessins, mais tu vends pas du street art. Du street art, c'est impossible de le vendre, à part si tu as une commande de mur et qu'on te paye pour le faire. Là, oui, tu vois. Mais sinon, une toile de street art, c'est gelou à la base déjà comme concept. Donc après, en tant qu'artiste, oui, tu peux prendre ton univers artistique et le transférer sur un support qui va être exposable, vendable, qui va être protégé, qui va être dans un contexte complètement différent de la rue. Et d'ailleurs, j'avais fait une expo sur cette thématique-là à Miami l'année d'après avoir été invitée la première fois. Donc en 2014, j'avais fait une expo sur ça, sur le paradoxe entre l'intérieur et l'extérieur. C'était 5 expériences que j'avais faites où j'avais justement questionné ce paradoxe entre l'intérieur et l'extérieur. Comment on fait pour peindre dedans, peindre dehors. Donc par exemple, dans une de ces expériences, j'avais pris une toile que j'avais commencé à peindre dehors dans les jardins du Trocadéro. Et j'ai pris cette toile et j'ai traversé tout Paris avec, en continuant à la peindre dans le métro, dans la rue, etc. Et je l'ai fini dans mon atelier. Tu vois ? Et donc tout ça, ça a été documenté par un pote qui m'avait filmé. Ça fait partie des trucs, tu vois, qui sont intéressants de se poser comme question quand tu es street artiste, parce que il y a ce paradoxe qui est véritable, tu vois, entre le dedans, où tu as une œuvre qui va être protégée dans une boîte blanche, qui va être pérenne, qui va être peut-être emballée dans du papier bulle, acheté, vendu, etc. Et le dehors, où tu as des chiens qui pissent sur ton mur, où tu as un mec bourré qui peut gerber dessus, où tu as le commerçant ou n'importe quel propriétaire qui peut le repeindre, ou la voirie, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout la même approche. Et je trouve ça assez intéressant de se poser cette question, justement. Je vais te poser une toute dernière question que j'adore poser, qui m'aide à comprendre l'art, qui m'aide à aller encore plus loin dans cette quête. Caching, l'art, ça sert à quoi ? L'art, pour moi, sert à questionner la normalité de ce monde et à souligner l'absurdité de cette norme. C'est-à-dire que, pour moi, tous les artistes ont une vision qui leur est personnelle, qui dépend en fait de leur expérience, de leur sensibilité, et ils proposent cette vision sous forme d'une œuvre. Ça peut être une œuvre musicale, une œuvre picturale, n'importe. Et en fait, cette œuvre-là, elle permet à l'artiste de pouvoir montrer aux gens une autre manière de voir le monde. Tu vois, d'autres options, d'autres prismes de compréhension du monde. Et donc, pour moi, l'art sert à ça. C'est-à-dire, parfois, ça peut être dissonant avec la norme, ça peut être dissonant avec ce qu'on trouve beau, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant, d'ailleurs, en ce qui me concerne, d'explorer cette limite entre le beau et le moche. Tu vois, c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, dans l'art, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire quand ça joue avec cette espèce de questionnement des codes esthétiques et des normes. Trop bien. Bah écoute, un grand merci Caching d'avoir accepté mon invitation et puis nous avoir dit tout ce que tu avais à nous dire. C'était hyper intéressant, hyper riche. On a appris plein de choses. Juste d'ailleurs sur le street art globalement, on a reçu plusieurs personnes. Hein, vous pouvez aller voir leurs vidéos. Il y avait Terencio Gonzalez qui prend des affiches d'Argentine pour en faire des toiles. Toujours dans le côté affiche, Jacques Villègle, j'en parlais tout à l'heure, qu'on a reçu également un témoignage absolument incroyable. Yes qui tag des yes dans la rue sur d'anciennes affiches. Alors c'est marrant parce qu'on est souvent sur les affiches. Là, Caching ou encore Jordan Saget qui lui fait des lignes un petit peu partout dans les rues, des entretiens que vous pouvez retrouver sur I Love World of Art. Un grand merci Caching et j'espère que j'aurai l'occasion de te croiser un de ces quatre dans le coin parce que je sais que tu vis pas très loin. Ouais, merci à toi. Écoute, à un moment, ce confinement, ça va bien se terminer. Je vais pouvoir regagner mon Paris chéri, mon petit 20e que j'adore. Et puis, on s'y croisera peut-être, qui sait. Yes, allez, salut! Ciao! Voilà, bah écoutez, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous et avec Caching. Si vous aimez le street art, il y a une application qui s'appelle Street Art qui permet, alors attendez, je vous montre, qui permet de se géolocaliser et de voir où est-ce qu'on peut retrouver des fresques un petit peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas, alors ça s'appelle Street Art et c'est vachement bien et j'ose espérer que c'est collaboratif et qu'on peut nous aussi prendre des photos et les intégrer dans l'application. Et puis côté lecture, machin, tout ça, il y a de quoi faire, surtout sur la toile, donc n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans vos recherches et à la suivre, Caching, sur Instagram parce que son compte il est chambé. Pensez également à vous abonner sur Facebook, sur YouTube et à faire partie de cette grande famille qui grandit de plus en plus, c'est la famille of Art. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures of Art. Ciao. No,